Bonjour à tous, alors bienvenue depuis les studios de Technocité. Nous sommes en direct ici à Mons avec Paul Vaca. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue pour ce tout premier rendez-vous qui inaugure un cycle estival digital qu'on a appelé les Digital Summer de Technocité. Qui sont 5 rendez-vous, 5 webinaires et 5 masterclass pour réfléchir, s'inspirer et s'outiller après la crise. Alors, ce webinaire de l'analogique 2.0, on l'a voulu, on l'a pensé avec Paul sur base d'un double constat. Le premier constat, c'est le fait qu'on assiste à un monde de la culture, des industries culturelles et créatives en crise et un questionnement justement pour voir comment ces deux mondes peuvent participer à la relance. Et le constat des nouvelles pratiques digitales qui ont été observées tout au long de ce confinement et qui font de plus en plus notre culture numérique. Et donc nous sommes venus avec finalement la volonté de venir avec un nouveau prisme d'approche basé sur une double lecture analogique, numérique, que nous allons développer ici tout au long de ce webinaire et ce pour notamment outiller les acteurs de la culture et des industries culturelles et créatives. Alors, nous nous basons sur un socle fort puisque l'analogique 2.0 a fait l'objet d'une académie en novembre ici à Mons, mais aussi à Charleroi et à Tournai, a réuni une centaine de professionnels autour de cette question. Vous pouvez d'ailleurs trouver via le site qu'on va vous envoyer dans le chat toutes les ressources qui ont été émises dans le cadre de cette académie et notamment un manifeste de l'analogique 2.0. Alors, pour vous expliquer comment ça va se passer ici tout au long de cette heure et demie, on va travailler en 3 temps. On aura d'abord un dialogue ici avec Paul Vaca sur toutes ces questions. Ensuite, nous allons appeler des témoins, des experts, des professionnels des industries culturelles et créatives, du monde de la culture, qui vont nous livrer comment ils ont vécu la crise et quels enseignements ils en retirent. Et dans un 3e temps, on aura une séance interactive, notamment via le chat tout au long du webinaire, mais aussi sur un forum qui sera animé par le Hub Créatif Click. Vous aurez toutes les informations via le chat pour pouvoir nous rejoindre en fin de webinaire. Je serais incomplète si je ne remerciais pas nos partenaires qui vont nous suivre tout au long de ce Digital Summer, à savoir donc le Click, j'en ai parlé, Hub Créatif en cœur de Hainaut et le Muséum Lab de la ville de Mons. Alors sans transition, mais pour en faire quand même une petite, je vous invite, normalement vous devriez recevoir via le chat un premier petit sondage qui va vous challenger un petit peu sur cette question. Donc en culture, je suis plutôt numérique ou analogique? À vos clics, donc petit sondage ici pour commencer la discussion avec Paul Vaca. Alors voilà, bonjour Paul, donc ravi de te retrouver puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble l'année dernière et donc ce webinaire est le prolongement de toutes nos réflexions. Et donc ici, Paul, tu es auteur de plusieurs romans, tu es également journaliste éditorialiste, notamment dans les pages du Trends Tendance. Chaque semaine, on peut lire ta chronique inspirée et également consultant et notamment conférencier à l'Institut de la mode de Paris. Alors, on entre directement dans le vif du sujet. Ce webinaire, on l'a dit, il se passe dans un contexte particulier. On vient de vivre une expérience inédite avec le confinement. Aujourd'hui, on se trouve en plein déconfinement culturel, même si on sait que ça va prendre du temps, ça va être lent et progressif. Et pourtant, parallèlement, on peut se dire qu'avant d'avoir été confiné, on s'était d'une certaine manière déjà confiné à l'heure des plateformes qui font un certain horizon culturel. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est vrai qu'avec ce confinement, ce qu'on a remarqué, c'est que ça a été un accélérateur d'une tendance qui existait déjà, qui était celle du confinement culturel. Alors, pour dire les choses un peu rapidement, on pourrait même faire un peu de complotisme à la petite semaine, mais de dire qu'à la limite, ce Covid a vraiment arrangé les grandes plateformes, puisque c'est vraiment leur rêve qu'on reste sur notre canapé à cliquer. Donc, en fait, c'est ça. L'idée, c'est que finalement, ça a fait dans les faits, par le fait qu'on ait été obligé de rester chez soi, ça a finalement mis en place la façon dont devait se passer pour les plateformes la
la vie habituelle. Donc du coup, c'est vrai que ça a donné ça a accéléré les choses, qui était déjà une tendance qui existait, mais c'est vrai que ça a mis, ça a mis vraiment en avant le fait qu'on restait chez soi et toute la partie donc, analogique, qu'on appelle analogique, c'est-à-dire celle du monde, celle du live, des supports classiques, ben, s'est retrouvée à l'arrêt pendant presque 2 mois, quoi, en fait. Voilà, tout à fait. Ce qu'on appelle les stay-at-home values, un petit peu dans cette économie Ben, en des fait, tout à plateformes. fait, ouais, exactement. Elles ont. Alors, il y a eu même un indice qui a été monté, the stay-at-home value. Et c'est vrai que en bourse, ça a effectivement fait augmenter toutes ces valeurs-là qui ont profité, alors que ça soit la distribution à domicile, que ça soit Zoom, que ça soit les Teams et ainsi de suite, toutes ces plateformes. Et puis, évidemment, un grand vendeur en ligne, comment dire, un streaming en ligne, et ainsi de suite, quoi. Toutes ces marques-là qu'on connaît bien. Voilà. Alors, donc justement, l'idée maintenant, c'est vraiment de préciser donc, ce qu'on entend par analogique 2.0. Donc les personnes qui nous ont suivis dans le cadre de l'académie ont bien compris le concept, mais peut-être les personnes qui nous rejoignent à bord voilà, auront besoin effectivement de comprendre en quoi on fonde finalement cette double lecture entre l'analogique et le digital. Oui, alors ça c'est vrai qu'analogique 2.0, c'est un concept, je crois que j'avais sorti il y a en 2016, quelque chose comme ça, à partir de la renaissance du vinyle notamment. Mais l'idée, c'est vrai que ce qu'on a appelé, nous, hein, avec l'académie, en plus, ce qu'on a fait, c'est l'analogique 2.0, c'est la réinvention finalement des anciens supports dans un monde qui se digitalise sans cesse, quoi, qui se numérise sans cesse. Donc du coup, c'est comment les anciens supports, ce qu'on appelle anciens supports, d'ailleurs vieux supports, ne meurent pas, mais se réinventent, c'est-à-dire retrouvent une nouvelle existence. Et ça, par exemple, l'idée du vinyle, c'était celle-là, c'était de dire que comment se fait-il que dans la musique, on avait dit que tout allait vers une digitalisation et une numérisation à l'infini, donc avec le streaming notamment, il y a eu en parallèle une renaissance, alors qui pourrait être un peu embryonnaire, mais quand même assez importante, du vinyle. Et on le voit, le vinyle est devenu vraiment un support qui revient, qui se revend, qui est refait par les groupes. Et donc l'idée, c'était de se dire, bah, tiens, c'est bizarre, c'est des supports qui auraient dû disparaître et qui finalement ne sont pas pratiques, ne sont pas, comment dire, aussi faciles à utiliser que le streaming, mais renaissent. Et donc, du coup, l'idée d'Analogique 2.0, c'est de dire que, attention, le vinyle n'est pas le vinyle comme on l'a connu, ou ceux qui l'ont connu au départ, c'est une nouvelle approche qui, dans un monde complètement numérisé, prend un autre sens. C'est-à-dire, c'est même une affirmation d'une volonté de se déconnecter, en fait. C'est ça l'idée. Et donc, on le voit à la fois pour le livre, on aura l'occasion de parler d'autres exemples, mais on le voit pour le livre, on le voit pour le cinéma, on le voit pour les arts de la scène, on le voit pour la radio, on le voit pour beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on pensait disparaître, c'est ce qu'on appelle un peu les darwinistes, ceux qui pensent que les anciens supports meurent, ben en fait, non, ils revivent, mais d'une autre manière. Et c'est ça qu'on appelle l'analogique 2.0, c'est de repenser leur place dans un monde qui, de toute façon, va vers la numérisation. Donc, l'idée, c'est de se dire, plutôt que de dire ce sont des anciens supports, non, qu'est-ce qu'on peut faire pour les mettre en avant, quoi, en fait. Et il y a quelque chose qui percole vraiment à travers toute ta réflexion, c'est cette notion d'expérience à faire. Absolument, tu as raison, c'est ça, c'est l'idée que en fait c'est une nouvelle expérience. Déjà c'est le lieu d'une expérience, parce qu'en fait l'analogique, c'est-à-dire sortir, aller au théâtre, écouter un vinyle, c'est le lieu d'une expérience, parce que l'analogique, si on reprend la base du terme, c'est quelque chose qui est physique. Par exemple, d'ailleurs il y a toujours quelque chose d'analogique, par exemple un baffle, par exemple, un haut-parleur, c'est analogique, puisqu'il a des mouvements de la membrane, et sans ces mouvements-là, on n'aurait pas le son. Donc en fait, finalement, il y a toujours une part analogique dans tout ce qu'on fait, mais du coup, c'est vrai que, comme tu dis, c'est une nouvelle expérience. Et c'est quoi? C'est à la fois le lieu de l'expérience et c'est aussi une nouvelle expérience par rapport à ce que c'était avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le livre comme étant passéiste, le disque comme étant passéiste, le théâtre comme étant passéiste ou le cinéma comme étant passéiste parce qu'on aurait Netflix. Dans ces cas-là, on se dit pourquoi on continue d'aller au cinéma alors qu'on a plus de 3, il faudrait 10 vies pour voir ce qui passe sur Netflix en fait. Voilà, tout à fait. Alors est-ce que justement le moment très singulier qu'on vient de
passé, en quoi il jette justement une nouvelle lumière, peut-être remet cet espace de l'analogique 2.0 dans un nouveau contexte. En fait, c'est un nouveau contexte sur le nouveau contexte. Oui, absolument. C'est ce que tu as dit un peu tout à l'heure par rapport au fait que on a vécu presque en laboratoire là, ces 2 mois-là. C'est-à-dire qu'on a fait presque une expérience où l'analogique était, à part pour se sustenter, hein, à part pour la nourriture, on n'avait plus de lien analogique avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on est resté... donc on l'a vu, le bureau lui-même a été pareil. Il a été numérisé, en fait, le bureau, puisque c'était chez soi. Et du coup, ça crée un nouveau contexte, alors un contexte qui est un peu double, c'est-à-dire en même temps, on peut se dire que finalement, par rapport à la culture notamment, ceux qui ont été finalement en manque de cinéma vont retourner vite dans les salles. Alors ça, on se rend compte que ça, il va y avoir ce phénomène-là, ou que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour les librairies, que ce soit toutes ces choses-là. On voit qu'effectivement, il y a eu une demande de gens qui ont été en manque, en fait. Mais... d'un autre côté, ça c'est peut-être pour ce qu'on appellerait le cœur un peu hardcore, les fans en fait, les abonnés par exemple pour le théâtre. Mais d'un autre côté, est-ce que certains n'ont pas perdu l'habitude un peu? C'est ça aussi. Alors bon, là c'est un peu court hein, pour le dire parce que là ça fait juste je ne sais plus combien de temps qu'on est déconfiné, mais je pense qu'il y aura aussi un temps de latence où les gens ne vont pas obligatoirement... est-ce que, voilà, la question qu'on peut se poser plutôt, c'est... est-ce que les gens vont pas avoir perdu un peu l'habitude de ces choses-là? Et cette habitude, elle doit revenir. Et c'est d'autant plus essentiel que, comme on aura peut-être l'occasion de le voir, finalement, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est diversité, se fait via l'analogique, voilà, et que c'est le cœur même de la création. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là qu'elle existe, même si elle est très diffusée numériquement, la création est avant tout quelque chose d'analogique en fait. On va peut-être creuser ça effectivement par la suite et amener peut-être cette question par par le biais justement d'exemples pour pouvoir vraiment bien comprendre ce qu'on cerne via cette rencontre entre l'analogique et le digital et cette nécessité d'hybridation. Alors, ça fait des années, hein, donc ça, il ne faut pas se le cacher, ça fait des années qu'on nous enjoint tous et à différents niveaux à faire notre transformation digitale. Donc transformez-vous, sinon mourrez. Tu parlais du darwinisme, on était un petit peu là-dedans. Et donc cette injonction, elle se joue à différents niveaux, que ce soit les entreprises, que ce soit l'État, que ce soit les individus, les organisations, etc. Et on avait l'occasion vraiment de développer cette variante qu'il s'agirait d'adapter dans le discours et dans l'imaginaire autour du digital. De dire, on n'est pas dans cette question de transformation, mais plutôt dans une question plutôt de réinvention intégrant le paramètre digital. Comme tu viens de le dire, les mois passés à 100% sur les écrans, où on a transféré finalement l'intégralité de notre vie sociale, de notre vie professionnelle, de notre vie affective pour certains, ou artistique ou de divertissement, on aura envie de dire aujourd'hui, au sortir de cette période, qu'on n'a peut-être pas envie de plus de digital, mais peut-être de plus d'analogique, quoique il faut peut-être un petit peu modérer cette prise de position. Et quelque part, finalement, cette période de distanciation sociale, de confinement, a mis à jour finalement de nouvelles pratiques avec le digital, a aussi encouragé certains à livrer un nouveau regard sur le digital. Il y a beaucoup de réfractaires, peut-être dans le monde de la culture, qui ne souhaitaient peut-être pas l'envisager, puis qui ont été comme ça plongés dans le grand bain de manière obligatoire pendant 2-3 mois. Et donc, voilà, sur base de ces injonctions qui sont peut-être un petit peu contradictoires, il y a quand même toute une réflexion, et c'est de là qu'on démarre, de justement amorcer une transition analogique, de faire peut-être à l'inverse, qu'on avait parlé beaucoup de transition numérique, transformation numérique, est-ce qu'il n'y aurait pas justement un mouvement inverse de penser une renaissance, une réinvention de celui-ci, de l'analogique, donc dans un nouveau contexte. Et donc voilà, comment envisages-tu ça en termes de transformation? Ouais, bon, c'est compliqué, on peut émettre que des hypothèses. En tout cas, c'est vrai que ça, pour dire les choses assez brutalement, c'est vrai que c'est un choc. C'est-à-dire que il y a des entreprises qui sont carrément à l'arrêt. Si on parle du cinéma qui a été à l'arrêt pendant un moment, le théâtre qui a été à l'arrêt. Donc du coup, c'est vrai qu'après, c'est la question de savoir est-ce qu'il y a une envie effectivement de retourner ça, certainement, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sait très bien que ce genre
c'est un écosystème fragile, celui finalement de l'analogique. Finalement, en gros, on a une grosse poussée numérique qui est très très forte parce qu'elle émane des grands groupes et aussi ça va vers la facilité. C'est ce que les sociologues appellent la commodité, c'est-à-dire qu'en fait, le clic amène le clic, c'est-à-dire on n'a pas besoin de dire à quelqu'un va plus sur Twitter, quoi, ou va plus sur Facebook, on n'a pas besoin de le dire, on y va assez naturellement. En revanche, prendre un livre, aller au théâtre, aller sortir au cinéma, et même aller au restaurant, j'ai envie de dire maintenant, aujourd'hui, c'est presque si on en est là aussi, ça demande un effort. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dans une logique d'effort. Et on sait que ce type d'effort-là a besoin d'un écosystème complexe. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire, bon, allez, on a besoin de vous, allez au cinéma, il faut courir, aller remplir les salles. Non, c'est encore... c'est quelque chose d'assez complexe qu'il faut retravailler. Donc je pense qu'effectivement, la sortie du choc qu'a représenté cet effet de laboratoire, disons, on n'a été qu'en numérique, et comme tu parlais au début de déconfinement culturel, le déconfinement culturel est beaucoup plus long que celui qui est simplement physique, quoi. Il ne suffit pas de sortir, il suffit de recréer. Alors, c'est des habitudes, mais aussi une envie de diversité, une curiosité qu'on a peut-être un petit peu perdu et qui était déjà fragile avant. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient se construire, comme tu l'as dit au début, ça vient se construire sur quelque chose où on était déjà un peu lié un peu au confinement culturel. C'est-à-dire où on voit que souvent les plateformes poussent les grands blockbusters au détriment d'autres choses. C'est toute la logique algorithmique qui nous pousse à aller toujours vers le même. Et au lieu de créer un effet de diversité, cette diversité, elle se perd, quoi, en fait. Et donc, je ne sais pas si je retombe un peu sur mes pattes, mais l'idée, c'est finalement, pour revenir à l'analogique, il va falloir recréer, il va falloir en tout cas déjà soutenir, je pense, cette filière-là. Déjà, elle a besoin d'être soutenue. Bon, financièrement, c'est déjà une chose, mais aussi d'un point de vue même mental et culturel. C'est-à-dire que je pense que dans les écoles, je pense qu'il faut redonner à la culture vivante. Si on peut appeler l'analogique, c'est la culture vivante en quelque sorte. Si on peut donner à la culture vivante sa place qui est la sienne, parce qu'elle est vraiment déterminante. C'est le poumon finalement de la création, et c'est même, je dirais, si on veut prendre un terme de l'entreprise, c'est la recherche et développement. En fait, la recherche et développement en art, en culture, elle se fait via l'analogique. Ah, ça c'est intéressant, peut-être creuser effectivement cette question justement de la création et de l'enjeu de soutenir finalement les lieux, les biotopes, là où la création artistique, culturelle émerge. Est-ce que tu peux peut-être donner un exemple justement par rapport à Alors, ça? tu en as beaucoup, mais tu as l'exemple, par exemple, bon, si on prend la librairie, ça serait un exemple assez simple. La librairie, c'est finalement... j'ai eu l'occasion d'écrire d'ailleurs une chronique là-dessus en disant qu'effectivement ça nous fait sortir la librairie par l'offre déjà, alors déjà par la figure du libraire qui lui-même conseille et nous fait sortir un peu de notre champ, de notre bulle de filtre culturel en fait. Le problème du numérique, c'est que ça nous conforte dans une bulle de filtre qui est que finalement on finit par lire et écouter que c'est l'effet boule de neige, quoi, à partir de ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dupliquer un petit peu toujours notre désir. L'idée d'aller dans une librairie, c'est pour sortir justement de ça, et ça nous permet de sortir de notre chemin habituellement tracé. Il y a aussi l'exemple, on peut prendre l'exemple de Netflix par exemple, qui est un exemple très très bien, sans remettre en cause le fait que Netflix amène quelque chose dans l'univers de l'entertainment. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, après 7 ans de Netflix, de 2013, où ils ont commencé à faire leur propre production, avec House of Cards, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu encore une figure émerger. C'est-à-dire qu'on peut dire que tiens, Netflix a sorti un auteur. Alors pour une raison simple, c'est pas parce ils n'ont pas d'ambition culturelle, c'est simplement que tout va vers Netflix. Quand on regarde quelque chose, c'est avant tout un film Netflix. C'est-à-dire qu'en fait, tout va vers le titre, en fin de compte, qui lui-même est valorisé en bourse. Alors, on citera des exemples, on dira, évidemment, il y a Scorsese, évidemment, il y a qui est-ce qu'il a pris d'autre à l'extérieur. Bon, évidemment, mais Scorsese existait avant, il n'a pas attendu Netflix. Moi, ce que j'attends, c'est qu'à la limite, qu'il nous fasse un nouveau Scorsese ou un nouveau Michael Bay, peu importe. C'est pas le fait de faire une figure grandiloquente du cinéma, simplement de sortir des noms nouveaux. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de noms nouveaux qui sortent de Netflix. Et donc, quand je dis que la recherche et développement, elle est faite, par exemple, dans les cinémas ou dans les festivals, pour l'occurrence, c'est que, en fait, le festival a pour but de promouvoir des gens qui n'existaient pas, une nouvelle vague. Et la nouvelle vague, elle apparaît rarement
en numérique parce que, par exemple, sur YouTube, à part les YouTubeurs, ils restent sur YouTube, je veux dire. Mais sinon, tout artiste ou tout groupe de rock, par exemple, ou groupe même de techno, ou même DJ, a commencé par des salles avant d'être extrêmement populaire sur les réseaux et sur la toile. Donc l'idée, c'est qu'en fait, la recherche et développement, la nouveauté, la diversité, elle se fait par l'analogique et par le monde live, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'important sur lequel vraiment appuyer, parce que peu de gens en ont conscience, font aussi peut-être un petit peu l'amalgame ou ne cernent pas cette différence entre quelque part les tuyaux numériques qui servent à diffuser quelque part et qui sont tout à fait utiles et pertinents, et puis ces lieux là où se crée vraiment cette émulsion, cette rencontre. Tu l'as mentionné, il n'y a pas seulement pour le concert uniquement la scène, mais ou pour le cinéma uniquement la salle de cinéma, mais il y a tous les événements et tout ce qui entoure finalement l'acte de faire cinéma, le fait que le milieu puisse se rencontrer, networker, etc. Tout ça, on est vraiment dans la dimension analogique, ce qui me fait venir à cette question de l'événementiel, qui a vraiment forcément été frappé de plein fouet par la crise. Et donc justement, il y a une pression sur l'événementiel aujourd'hui, avec finalement cette urgence de le relancer en redonnant le goût. Absolument. Alors là, l'événementiel, tu as raison, c'est exactement dans le même cadre. C'est que eux, c'est effectivement, tout leur cœur de métier, c'est justement l'événement, c'est-à-dire ce qui est vécu en direct et qui est vécu entre les gens. Mais justement, en pensant analogique 2.0, il faut penser aussi à l'inverse, qu'aujourd'hui, la notion d'événement que tu soulignes là, elle doit exister sur le digital aussi, sur le numérique. C'est-à-dire qu'en fait, en numérique, on a trop tendance à penser qu'il suffit de pousser dans les tuyaux pour créer un événement, par exemple, créer un webinaire ou créer une chaîne YouTube ou créer même un podcast, nécessite qu'on réfléchisse aussi en termes d'accompagnement humain, disons de ça. Donc en fait, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que le numérique qui se pense que simplement numérique et qui ne comprend pas la notion d'événementiel est très importante à prendre même en compte dans le milieu, dans le numérique en fait. Et donc ça, c'est là où tu parlais tout à l'heure de cross-fertilisation ou de façon de s'enrichir. Voilà, les deux doivent s'enrichir mutuellement en fait. Oui, tout à fait. Et comme beaucoup de gens se lancent aussi dans la production événementielle en ligne actuellement, pour s'adapter aux contraintes. Donc il y a effectivement ce facteur-là qui est à prendre en compte de justement cette dimension analogique dans le numérique, quoi, quelque part. Donc, pour reboucler la boucle. Voilà, alors on vous encourage à suivre dans le chat et à participer au sondage. Donc la petite question que je répète, en culture, est-ce que je suis plutôt numérique ou analogique? Et alors nous, on va continuer ici notre exploration de l'analogique 2.0. On a voulu, et ça avec Paul, c'était important justement de pouvoir faire monter à bord de ce webinaire, parce qu'ils sont vraiment au cœur de la problématique et ce sont des observateurs, plus que des observateurs, des acteurs de terrain. Donc faire monter ces professionnels du monde de la culture, du monde des industries culturelles et créatives, pour qu'ils nous livrent justement la manière dont ils ont traversé la crise, ce qu'ils ont mis en place ou ce qu'ils ont observé, dans quelle mesure ils se sont réinventés pendant le confinement, comment aussi ils imaginent réinvestir l'analogique ici, une fois que le déconfinement sera entièrement réalisé, et puis finalement en filigrane la question de quel dialogue fécond tisser entre le digital et l'analogique. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous avons donc la chance d'avoir sept témoins qui sont avec nous. Et donc, nous allons rester à Mons pour le premier témoignage, qui est le témoignage de Bérangère Fally. Alors, je la présente rapidement avant que Bérangère ne nous rejoigne. Bérangère, elle coordonne le Museum Lab, qui est un plug, une unité spéciale qui est rattachée au pôle muséal de la ville de Mons et qui a pour but de challenger, de questionner les technologies interactives et numériques au service des musées, tout ça dans une optique vraiment de prototypage et de mise en place de projets concrets. Alors je ne sais pas si Bérangère est parmi nous. Oui. Bonjour Bérangère. Bonjour à tous.
Voilà, donc la parole est à toi. Donc on est vraiment curieux d'entendre comment le pôle muséal et comment Museum Lab a amené justement cette réflexion sur toutes ces thématiques. Ben, merci de m'avoir invité à intervenir. Donc, ben, comme l'a dit Delphine, en tant que coordinatrice du Museum Lab qui est rattachée au pôle muséal de la ville de Mons, donc moi j'ai plus une expérience dans les musées. Et c'est vrai que par rapport à ce que Paul a dit, ben, nous, comme on ouvre les musées aux entreprises pour qu'elles y testent des innovations technologiques auprès des publics, on se rend compte que la technologie, elle est vraiment un outil indispensable pour transmettre et augmenter les émotions qui sont un peu cette partie, je vais dire, analogique de la culture, si on peut l'interpréter de la sorte. Et par exemple, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Overtone, donc qui est une entreprise montoise, et eux, ils développent vraiment des expériences interactives dans les musées, et ils utilisent la technologie, mais ils l'utilisent tellement bien qu'en fait, on ne la voit plus. Et donc, on se rend compte que ce qui est important, ce qui compte, c'est l'émotion, et c'est ce caractère humain de la culture qui est transmis. Donc, on est vraiment aussi dans les musées face à un changement de paradigme où on n'est plus du tout sur la culture pour la culture et on passe au-dessus de cet aspect voilà, où on communique voilà, de l'art, on nourrit voilà, le public avec des contenus physiques, mais en même temps, les acteurs culturels, maintenant, ils peuvent vraiment tester les opportunités commerciales aussi de la digitalisation de leur offre. Et ça ouvre vers des nouvelles manières d'exploiter la culture ou, par exemple, dans le jeu vidéo, ben, ils peuvent utiliser le contenu culturel pour créer des décors ou des choses comme ça. Et donc, on a de plus en plus d'exemples où voilà, la culture a une valeur sur d'autres secteurs. Et c'est vrai que la technologie, là-dedans, elle a un rôle important. Et je vais dire que c'est vraiment la partie physique de la culture qui prend une autre dimension, mais sans pour autant la dénaturer. Et ça, je tiens à l'expliquer parce que dans les musées, donc on a vraiment le caractère social, vivant, humain de la culture qu'on a pu vraiment voir ici s'exprimer pendant le confinement. Et la technologie, là-dedans, le but, c'est de l'augmenter, de la transmettre, mais en tout cas voilà, de pas dénaturer la culture. Voilà, merci Bérangère pour ce témoignage qui s'oriente vraiment sur l'expérience quelque part utilisateur dans les musées. Et en parlant justement d'expérience, quel média mise plus sur l'expérience que le jeu vidéo. Donc nous allons prendre la direction de Bruxelles où nous allons retrouver Julien Hanard qui est détaché pédagogique jeux vidéo pour la SBL Forgy et qui va nous parler un petit peu de ce qu'il a observé justement en termes de nouvelles pratiques en confinement ou peut-être pas forcément dans le cadre de la pratique du jeu vidéo et le rôle qu'il a joué justement en cette période inédite. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Donc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à tous les partenaires, à Delphine et à Paul pour l'invitation. Donc je vais revenir très rapidement. En novembre dernier, j'avais déjà été invité pour discuter de la question des communautés et comment est-ce que le jeu vidéo crée des communautés, comment est-ce qu'il les fédère, puisque c'était un média qui était très puissant pour ça. Ici, l'idée, c'est peut-être de revenir dessus et de peut-être de voir ce qui s'est passé ces 3 derniers mois dans l'industrie du jeu vidéo en général et de voir quelles ont été les pratiques, voir si elles sont éventuellement transférables pour des acteurs et actrices culturelles en Belgique. Donc, par rapport au confinement, le jeu vidéo a réagi essentiellement de 3 manières. La première manière, c'est qu'il a été très modeste, parce qu'en fait, les chiffres, on commence à les avoir à peu près tous aujourd'hui. Les chiffres ont été absolument gargantuesques, à la fois en nombre de joueurs et de joueuses, mais aussi en chiffre d'affaires. Et l'industrie a bien compris qu'elle ne pouvait pas communiquer là-dessus. Et donc, elle a vraiment beaucoup joué sur sa modestie. La deuxième manière dont l'industrie a réagi, c'est qu'en fait, elle a développé des partenariats avec différents acteurs et actrices. Le partenariat le plus spectaculaire, ça a été avec l'OMS, puisque l'OMS avait une communication très dure contre le jeu vidéo, qui se durcissait d'année en année d'ailleurs, sous la pression notamment de la Chine, qui est en train de cadrer très sévèrement la pratique du jeu vidéo. Et l'OMS, en fait, pendant le confinement, a
totalement changé sa communication pour dire en fait que le jeu vidéo était un média non seulement acceptable, mais positif dans le cadre du confinement. C'était une bonne manière, en fait, à la fois de rester à l'intérieur, mais aussi une bonne pratique. Donc ça, c'est vraiment un retournement spectaculaire qui a été réalisé, en plus, c'est intéressant, avec des partenaires, les tout gros partenaires de l'industrie. Et donc, en fait, le jeu vidéo, sur ce deuxième point, a joué sur des valeurs. C'est-à-dire qu'il a joué sur le fait que c'était une bonne pratique, c'est une pratique culturelle intéressante, mais il a aussi joué sur quelque chose sur lequel il joue beaucoup depuis plusieurs années, c'est que c'est aussi une pratique éducative. Donc, on a vu aussi énormément de communication sur les capacités éducatives du jeu vidéo. Et le troisième point, la troisième manière que le jeu vidéo a réagi, c'est en valorisant des produits. Alors, ils n'ont pas produit de jeux pour la période du confinement, parce que le temps de production est tellement long, on parle quand même de plusieurs années, qu'on ne peut pas sortir un jeu comme ça du jour au lendemain. Mais ils ont valorisé en fait des jeux qui répondaient à une très très grande demande pendant le confinement. Le succès est absolument monstrueux, on parle de minimum 13 millions d'exemplaires vendus. À l'heure actuelle, ça doit être probablement encore plus. C'est Animal Crossing sur Switch, donc un succès de Nintendo, qui est un jeu en fait qui est très très différent des autres et qui se veut bienveillant. Après, il y aurait beaucoup à dire sur la bienveillance du jeu, mais c'est un jeu où on va d'île en île et où on cultive un peu son jardin. Donc voilà, c'est un jeu très très doux. Et l'autre type de jeu qui a été très très mis en avant, c'est tous les jeux multijoueurs, avec l'idée que de jouer avec d'autres, ça permet de maintenir le lien. Alors, est-ce que ces trois stratégies-là sont transférables ? En fait, il faut bien réaliser une chose qui a été d'ailleurs déjà dite un peu avant, c'est que la première chose, c'est que le jeu vidéo est déjà une industrie numérique. Donc pour elle, le passage au tout numérique, en fait, il est déjà réalisé. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit bien que même l'achat aujourd'hui est pratiquement majoritairement numérique. L'essentiel du chiffre d'affaires se fait aujourd'hui en achat numérique. Donc l'achat physique lui-même n'existe déjà, enfin en tout cas est en train de devenir minoritaire. Et ça amène au deuxième point, c'est que les plateformes de distribution, qu'on néglige souvent quand on parle de numérique, on a très très forte tendance à négliger la structuration, mais les plateformes de distribution, elles sont déjà présentes, elles sont déjà très très structurées. Quand vous téléchargez une application sur votre téléphone, sur votre smartphone, vous utilisez ces plateformes, que ce soit celle de Google ou celle d'Apple. Et donc, en fait, toutes ces plateformes, elles existent. Elles existent aussi bien sur les consoles que sur les PC, que sur le mobile. Donc, tout ça est déjà structuré. C'est-à-dire que l'industrie, en fait, n'a pas du tout été surprise par le confinement. Elle avait en place les moyens d'y faire face. Et le troisième point, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le jeu vidéo, tel qu'il s'est construit depuis, on va dire 35-40 ans, peut-être même un peu plus, parce que l'industrie est plus ancienne que ça, mais tel que le jeu vidéo s'est construit aujourd'hui, depuis 35-40 ans, c'est comme une industrie domestique et individualisée. C'est-à-dire que la situation du confinement, la coupure des liens et le fait de devoir rester chez soi, en fait, c'est déjà comme ça que vit l'industrie du jeu vidéo depuis au moins 3 décennies. Donc, de nouveau, vous avez un contexte, en fait, c'est pas du tout que les jeux vidéo, et l'industrie est géniale et qu'ils ont tellement été agiles, comme on dit, qu'ils ont su faire face. C'est pas ça. C'est qu'en fait, ils sont déjà dans un contexte. Donc, la transférabilité, elle n'est pas immédiate. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que ce que ça doit vraiment inciter les acteurs et actrices culturelles, c'est à anticiper et à préparer la complémentarité. J'avais déjà souligné à quel point cette idée d'analogique 2.0 était vraiment une excellente idée, c'est un très bon concept pour travailler, et le confinement a plus que jamais mis ça en avant. Donc, ce qu'on peut retenir sur ce que les acteurs et actrices culturelles peuvent faire, peuvent transférer ou s'inspirer de ce que les acteurs et actrices du jeu vidéo ont fait, c'est sur la question des communautés. Donc, la première chose, à l'évidence, c'est entretenir les liens. À la fois entretenir les liens avec les publics qui existaient déjà avant, qui sont déjà les publics en physique de ces espaces culturels, mais aussi avec les autres publics. Tout ce qui a été proposé en ligne, avec évidemment tout le problème de la gratuité et que, en fait, ça peut créer des habitudes sur lesquelles on ne reviendra pas, mais il y a énormément d'idées qui ont été proposées en ligne, d'actions qui ont été proposées. Donc ça, c'est entretenir les liens. Comment est-ce qu'on entretient les liens? En fait, c'est qu'il faut absolument repenser il faut repenser les services qu'on offre en tant qu'acteur et actrice culturelle. Et il faut repenser les liens qu'on génère. C'est-à-dire que tous ces liens et tous ces services doivent absolument être combinés. C'est vraiment ça, c'est le cœur de ce qu'il y a à faire. Et pour vous donner des exemples de ce qui a été fait, j'en donnerai deux. Donc, il y en a innombrablement, mais utiliser les services et les supports qui sont disponibles aujourd'hui, sans évidemment s'y laisser enfermer.
C'est le problème qu'on a par exemple avec YouTube, qui est tellement dominant sur la vidéo en ligne que c'est vraiment une plateforme qui est très très difficile à maîtriser pour ceux qui souhaitent y diffuser du produit. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui existent en ligne. Une structure comme l'EduLab de Technofutur à Charleroi, par exemple, a proposé en ligne pendant le confinement des dizaines de formations, des dizaines d'ateliers, des dizaines de conférences. Et ça s'est vraiment fait. En fait, tout ça était en matrice et ça s'est fait, ça a été proposé et ça a généré, en fait, ça a fait passer le pas, en fait, à toute une série de personnes qui s'intéressaient à ces problématiques. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est justement le fait que ce que le confinement a bien montré, c'est qu'il ne s'agit pas de passer au-dessus du numérique, qu'en fait, passer au-dessus du numérique, certaines structures l'ont fait, et clairement, ces structures, non seulement ont perdu leur public, mais ont perdu aussi une partie de leur mission. Quand dans vos missions, vous avez le fait d'intégrer le plus de personnes possible et que vous les perdez, ça veut dire que vous ratez une partie de vos missions. Non, en fait, il s'agit absolument de combiner analogique et numérique. Et ça parce qu'en fait, ils sont absolument complémentaires. Je dirais en fait que j'ai eu du mal. Delphine m'avait demandé de trouver une citation, je viens de la trouver, je suis désolé. Ceux qui ont retrouvé le public après le déconfinement sont ceux qui ne l'avaient pas perdu. C'est-à-dire ceux qui ont réussi à absolument, pendant le confinement, maintenir ce lien. C'est pas on fait une pause de 3 mois et puis on reprend. Non, si vous n'avez pas anticipé ça, si vous n'y avez pas pensé, si vous n'avez pas essayé des choses, alors vous allez au-devant de grosses difficultés. Et le dernier point sur lequel je souhaitais revenir, qui à mon sens est absolument crucial, c'est que le confinement a très bien montré les failles béantes dans notre société au point de vue de l'égalité d'accès entre les catégories sociales. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, par exemple dans l'éducation, ça a été absolument évident, on a beaucoup de catégories qui ont été en décrochage parce qu'ils n'ont pas réussi à se maintenir avec une accessibilité qui n'était pas évidente. Et donc, si les acteurs et actrices culturels arrivent à combiner l'analogique et le numérique, non seulement ils remplissent leur mission initiale de diffusion de culture, mais ils remplissent aussi une mission cruciale d'égalité de cet accès à la culture parce que l'un et l'autre sont complémentaires. C'est-à-dire que votre offre analogique va être plus accessible grâce au numérique et votre offre numérique va être plus accessible grâce à l'analogique qui permettra de l'accompagner. Si vous offrez l'un et l'autre tout seul aujourd'hui, en fait, vous allez passer à côté de vos publics. Merci Julien qui a assez bien synthétisé effectivement les enjeux et puis à travers cette question du lien sur laquelle on reviendra effectivement et cette capacité à faire médiation ou capacité à faire média, ça je pense que c'est effectivement important et je pense que cette question résonnera auprès de notre intervenant suivant. Donc nous prenons la direction du nord de la France à Tourcoing où nous allons retrouver Emmanuel Delamarre. Qui nous parle. Bonjour Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Qui nous parle depuis la Pleine Image. Emmanuel est directeur de la Pleine Image et cet endroit où quelque part on fabrique du jeu vidéo, du cinéma d'animation, enfin tout support à nos imaginaires et ça chaque année. Donc la parole est à toi Emmanuel. Oui, en tout cas, merci d'avoir organisé cet échange et de continuer ce qu'on avait fait physiquement il y a quelques mois. Donc, comme tu l'évoquais, Delphine, nous sommes un site qui héberge aujourd'hui 140 entreprises. On a aussi un incubateur avec une trentaine de projets. On a des écoles. Ce qui fait qu'au quotidien, ce lieu qui est installé dans une ancienne usine héberge 1800 personnes. Et je viens poser tout de suite un sujet, c'est que notre lieu, de fait, a une physicalité et que l'ensemble de l'activité que nous y menons était tournée autour de la physicalité de ce lieu. Et du jour au lendemain, on nous a dit cette physicalité n'existe plus, vous ne pouvez plus venir. Alors, c'est comme à la piscine, hein, on apprend à nager souvent à côté de la piscine et puis un jour on se prend un coup de pied aux fesses, on tombe dans l'eau et on doit nager. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous tous. Même si dans un univers extrêmement numérique, on travaillait déjà beaucoup à distance, le fait d'être forcé de ne faire que ça nous a vraiment poussé à imaginer plein de choses nouvelles. Donc, nos programmes d'accompagnement, qui sont des programmes aujourd'hui qui étaient pour quasiment tous des programmes physiques. On accueillait nos incubés, nos accélérés dans le cadre de séminaires physiques. On a tout passé à distance. Et alors on a une chance, c'est d'avoir quand même un public qui a facilement pu passer le cap. Mais il a fallu quand même s'adapter et aussi travailler avec les formateurs en particulier pour qu'ils adaptent leur contenu à tout ça. Et alors,
dans les points extrêmement positifs, on a vu une chose, c'est que, alors c'est une grande habitude française, c'est qu'on n'est jamais à l'heure en France. Là, le fait d'utiliser ces supports a poussé les gens à être à l'heure et à commencer à temps et à tenir des timings. On s'est même rendu compte que ce qui parfois prenait 1h30, voilà, en 1 heure, on était capable de le traiter. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement positif. Dans le négatif, on a vu des personnes, alors des animateurs, des très bons animateurs d'ateliers qui se sont révélés être de pas bons animateurs ou de moins bons animateurs à distance. Et donc il a fallu travailler tout ça au fur et à mesure. Et donc ça nous a posé quand même pas mal de questions et d'expérimentations à faire. Alors déjà, premier sujet, on s'est dit, profitons de la période aussi pour aller chercher des intervenants qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher. C'est-à-dire qu'on est allé prendre d'autres intervenants en complément, beaucoup plus loin physiquement, de fait. Et on a eu des gens qui étaient à l'étranger, qui ont pu participer à votre programme et amener du contenu pour votre programme. Donc ça, très bonne surprise. Et puis, deuxième chose, c'était la question la principale surprise, ça a été aussi l'usure. C'est-à-dire qu'au démarrage de ce confinement, on s'est tous jetés un peu avec enthousiasme dans tout ça. On a testé des choses. Et puis, une usure est arrivée au fur et à mesure des semaines. Un délitement aussi dans la relation à distance. Et avec des gens qui ont commencé à nous dire, est-ce qu'on peut revenir sur site? Donc, voilà, à partir du 22 mai, on a rouvert un tout petit peu les vannes et aujourd'hui, on est quasiment retourné. Alors, je ne sais pas si c'est à la normale, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, là, on a réouvert nos portes et les gens sont revenus en grande partie physiquement. Mais ça nous a posé beaucoup de questions autour de l'écriture, de l'émotion. En fait, cette usure qu'on a tous ressentie, je pense que là, autour de l'écran, on l'a toutes et tous ressenti, c'est cette incapacité à avoir le non-verbal dans les échanges qu'on avait, donc de n'être que dans le verbal, et d'avoir une perte sur l'émotion, et donc se dire qu'on devait réimaginer ce support différemment, écrire différemment aussi, c'est-à-dire que je crois beaucoup aux vertus de l'écriture, c'est pas Paul qui va dire le contraire, d'écrire beaucoup plus nos contenus et de les écrire pour le média. Et donc le média qui était l'atelier dans une salle de réunion à 20 personnes, quand on passe sur Teams, Zoom ou autre outil, c'est un autre média et donc il faut changer l'écriture. Donc là-dessus, on a commencé à apprendre, il va falloir qu'on continue à apprendre à écrire autrement. Et il en va de même pour nos événements. C'est-à-dire que sur la Pleine Image, on reçoit beaucoup d'événements d'entreprises extérieures qui viennent faire des comités de direction, des séminaires pour leurs collaborateurs. Et voilà, de fait, du jour au lendemain, on a tout arrêté. Mais on a quand même un certain nombre de clients fidèles qui nous ont interrogés sur la suite. Alors, j'ai en tête un de nos clients, une grande entreprise familiale du nord de la France, qui intervient au niveau international et qui a des équipes aux 4 coins du monde. Et tout récemment, avant le confinement, on avait fait une convention mondiale pour eux avec tout leur cadre marketing. Donc, ils avaient fait venir des gens de Pologne, du Brésil. C'est très bien passé. Et ils les réunissent 3 fois par an et on avait prévu de faire encore une fois la suivante chez nous. Et là, on se retrouve avec des gens qui sont bloqués à l'autre bout du monde. Et l'analyse qu'a fait le client avec nous, c'est qu'on s'est bien rendu compte pendant la période que, encore une fois, techniquement, on était capable de recréer un événement comme celui-là et de faire que la personne qui est au Brésil, celle qui est en Pologne ou en Afrique, allait pouvoir participer. Mais comment on allait recréer ces petits moments magiques qu'on a quand on boit un café le matin, quand on se retrouve au début de l'événement, quand il y a la pause, quand il y a le déjeuner. Et nous ont fait travailler sur les questions, encore une fois, d'émotion. Et donc, on est allé solliciter un certain nombre d'entreprises qui sont basées chez nous pour réfléchir avec nous et proposer des solutions autour de cette question émotionnelle. Alors, malheureusement, je ne peux pas encore vous en dire beaucoup plus parce que l'événement n'a pas encore eu lieu et voilà, ils nous ont payé pour travailler sur le sujet en nous disant essayez de pas trop nous dire on veut marquer le coup. Donc là, on travaille là-dessus. Alors j'espère avoir un autre moment pour échanger avec vous et mesurer les résultats autour de ces questions de l'émotion. Et puis le dernier sujet que je voulais aussi aborder avec vous, c'est cette question du local.
Donc, comme je vous le disais, nous sommes un site, nous sommes posés à cheval sur Roubaix et Tourcoing. Et moi, quand je suis arrivé il y a 3 ans à la tête de la Pleine Image, j'ai vraiment voulu que le lieu soit un bout de ville. Et on a fait un gros travail sur l'aménagement des extérieurs pour faire que les habitants s'en saisissent. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé en Belgique, mais ici en France, pendant le confinement, on a fermé tous les parcs, on a fermé tous les endroits où les gens pouvaient se réunir. Et notre lieu, qui n'est pas considéré comme un lieu vraiment public, l'environnement s'en est saisi. On a eu la chance d'avoir plein de familles qui sont venues, voilà, d'enfants, voilà, un peu la soupape, la soupape du confinement. Donc ça s'est plutôt bien passé, même si on a vu aussi parfois des petits soucis de sécurité qu'on a traités. Mais du coup, grâce à ce confinement, on a pu ancrer encore plus fort notre côté local. Et je crois que le déconfinement et puis ce mouvement de fond qu'on est en train de voir autour du télétravail, alors ce qu'on a vécu là pendant un peu plus de 2 mois, c'était pas du télétravail, hein, c'était du travail imposé chez nous. Mais on sent bien que ce soit le monde du patronat comme le monde des syndicats qui sont en train de lancer des discussions autour du télétravail avec ses limites. Et je crois beaucoup du coup à la relocalisation du télétravail. Je m'explique. Télétravailler, ça peut être aussi aller travailler dans un lieu en bas de chez soi ou à proximité de chez soi, sans aller au travail. Et un lieu comme le nôtre et comme beaucoup d'autres qui sont là autour de l'écran peuvent se poser la question d'un coworking, une nouvelle mode. J'ai toujours été un peu circonspect et interrogatif sur ces grands coworking très luxueux et très chers qu'on retrouve dans beaucoup de centres-villes aujourd'hui avec des business models qui ne marchent toujours pas. Par contre, l'hyper-local et pouvoir aller se poser, sortir de chez soi à des horaires précis pour travailler en télétravail, mais en bas de chez soi, ça peut être un nouveau mode de faire. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler en ce moment avec la réouverture de notre espace dit de coworking, et qui va devenir pour moi un tiers-lieu de proximité, un peu d'ailleurs ce qui était l'idée de départ dans les années 70 de Starbucks, avant que ça devienne un monstre, de pouvoir en bas de chez soi, dans une ambiance à la fois sympathique et détendue, pouvoir travailler et œuvrer. Voilà pour moi. Si un dernier point quand même, la question de la souveraineté des contenus. On a beaucoup parlé de grandes plateformes américaines ou autres sur lesquelles on a consommé. À la fois ces plateformes et les contenus étaient tout sauf européens. Parce que là, même si l'Europe a quelques difficultés sur ces dernières années, on a peut-être une opportunité entre nous Européens, et si on n'y arrive pas au niveau de l'Europe, peut-être entre nous Français et Belges, à construire une vraie souveraineté de nos contenus et de nos outils pour les diffuser. C'était les 30 secondes de politique. Voilà, je vous laisse. Pour ce partage riche et faisant écho effectivement aussi à la thématique du tiers-lieu qui est vraiment très intéressante et sur laquelle on reviendra dans un de nos webinaires du Digital Summer. Merci beaucoup. Alors, je profite ici de vous faire un petit retour sur le sondage où visiblement, vous qui nous suivez êtes quand même majoritairement plus en faveur d'une culture, d'un volet analogique de la culture, en tout cas dans la manière dont vous la consommez, que numérique. Donc on a 3 fois plus de réponses qui vont dans le sens de l'analogique par rapport au numérique. Ceci, l'un n'excluant pas l'autre, évidemment, ne soyons pas sectaires, n'est-ce pas? Alors, on rebondit, on va rester en France et on rebondit sur un projet qui, quelque part, est un petit peu en lien avec cette idée d'incubation, de start-up autour de la culture. On va retrouver David Medioni, qui a fondé Ernest, la plateforme Ernest Mag, pour nous parler un petit peu de son projet, mais de ce projet de plateforme qui a un peu start-upisé le livre en créant finalement un effet plateforme et un effet communauté autour. On est vraiment intéressé de connaître un petit peu comment cet outil numérique, quelque part, c'est aussi adapté à ce contexte particulier et les enseignements qu'il y a à en retirer. Salut David. Bonjour à tous. Bonjour David. Bonjour David, bonjour Paul. Merci à tous les deux de votre invitation pour réfléchir à nouveau finalement à cette analogique 2.0 après cette période très particulière que nous venons de vivre. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour débattre de toutes ces questions qui nous passionnent. Donc comme l'a dit Delphine, je suis David Medioni, je suis fondateur d'Ernest Mag.
Pour juste vous représenter très rapidement Ernest. Ernest fonctionne sur 3 piliers. D'abord, un magazine littéraire en ligne sur abonnement qui vient de fêter ses 3 ans et qui compte aujourd'hui 950 abonnés payants. C'est aussi une box de livres. Donc là, c'est des livres qu'on achète chez des libraires et qu'on envoie chez nos clients tous les trimestres. C'est deux livres grand format. Ernest, c'est aussi un club qui permet aux participants du club de vivre des expériences assez extraordinaires, assez inédites autour de leur passion du livre et de la littérature. Par exemple, ils sont allés dans les locaux d'une maison d'édition, ils ont déjeuné, ainsi de suite. Ils ont travaillé avec l'éditeur sur les unes des bouquins à paraître. Il y a eu un atelier d'écriture, skate game littéraire et ainsi de suite. Donc voilà, aujourd'hui, Ernest, c'est 1,5 personnes en permanent et 10 chroniqueurs pigistes réguliers. Alors finalement, le confinement fut un moment très étonnant pour moi et pour nous, pour au moins 3 raisons. D'abord, la première raison, peut-être que vous vous en doutez, mais c'est sur les box. Pendant tout le confinement, étant donné que nos partenaires libraires étaient fermés, ne pouvaient pas nous livrer de livres, on n'a pas pu envoyer nos box, on n'a pas pu faire nos box et on n'a pas pu servir nos clients à ce niveau-là. Ça a été une perte de chiffre d'affaires de 50% à peu près, un peu plus de 50% même. Donc c'est un vrai choc qu'on a vécu au tout début de ce confinement. Ça a été assez difficile à absorber en termes de trésorerie. Et une fois qu'on a pris conscience de l'ampleur de cette perte, en fait, on a un peu switché notre mode de réflexion pour accélérer les recrutements en fait, d'abonnements au site. Et c'est un peu mon deuxième point. En fait, je me suis rendu compte qu'en accent finalement, cette fois-ci, le développement d'Ernest sur le numérique, vraiment, moins l'analogique de faire des livres ou de faire un club, mais plus le numérique, eh bien, ça nous a permis de vivre la période de manière assez intéressante. Parce que c'est en faisant des offres plus agressives en termes de marketing, avec des journées portes ouvertes, avec des offres dégriffées d'abonnements, mais aussi avec des programmes et des contenus que j'ai volontairement mis en accès libre pour tester la logique freemium. Cette idée qu'on va vous en donner un peu, vous avez plus de temps, donc on va vous en donner un peu plus que d'habitude et vous allez voir ce que fait Ernest et ce qu'est Ernest. On a fait notamment un podcast de lecture de livres au début tous les jours et puis ensuite 2 fois par semaine avec de la musique, ainsi de suite. Et ça a beaucoup plu, il y a eu beaucoup d'écoutes de ce podcast. Ça a bien fonctionné. Et toute cette logique que j'ai mise en place a permis de recruter beaucoup de nouveaux prospects. C'est-à-dire que c'était des nouvelles visites, des nouvelles personnes qui venaient nous voir, qui découvraient Ernest. Et on chiffre à peu près à 8% de ces prospects le nombre de gens qui ont franchi le cap de l'abonnement, soit l'abonnement découverte, soit l'abonnement dégriffé, soit l'abonnement annuel. Et bizarrement, ça a aussi entraîné ceux qui déjà suivaient Ernest, qui connaissaient Ernest, qui likaient nos publications, qui avaient une vraie relation avec nous parce qu'ils étaient abonnés notamment à notre lettre du dimanche, la lettre inspirante du dimanche, la lettre gratuite qu'on envoie chaque dimanche. Eh bien, eux aussi ont passé le cap de l'abonnement. Et au final, je me suis rendu compte que sur la période, pendant le confinement, on a une progression de 50% à peu près d'abonnements par rapport à l'année N-1 et de 75% par rapport à l'année N-2. J'en viens maintenant à la troisième raison de mon étonnement par rapport à ce confinement, et c'est peut-être la partie un peu déconfinement, on va dire. La dynamique que j'avais observée pendant le confinement, à la fois en termes d'audience, en termes de visites sur le site, en termes d'échanges avec les publics et les audiences, aujourd'hui, elle est un peu retombée et on est plus sur un rythme de croissance plus habituel. Alors, c'est vrai que l'offre gratuite est un peu moins importante à nouveau, et donc ça, c'est une des réflexions pour la suite, c'est-à-dire, est-ce que il n'y a pas une façon justement de tirer des enseignements de cette période du confinement avec des contenus gratuits ou des événements gratuits sur les réseaux et ainsi de suite, qui pourrait aussi être une voie de recrutement vers ernestmag.fr, mais aussi vers nos box et vers le club. Ce que j'ai aussi noté dans cette période, c'est une relation nouvelle aux audiences, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus d'échanges sur les réseaux sociaux, des mails spontanés qui rentraient, des gens qui réagissaient beaucoup plus aux articles, aux contenus qu'on pouvait faire. Et j'ai très envie de capitaliser là-dessus
pour relationner avec ces communautés et les engager aussi dans la défense d'Ernest. On a fait 2 petites opérations récemment, depuis le déconfinement. D'abord, une opération de soutien aux librairies, pour le retour en librairie. On a invité les gens qui nous suivaient de notre communauté à poster un ticket de caisse de leur achat en librairie physique. Et ça leur permettait d'avoir 2 mois d'abonnement offert à Ernest. Et ça a très bien fonctionné. Et pareil, sur notre anniversaire de 3 ans, on a aussi réussi à faire une campagne d'influence plutôt intéressante sur les réseaux. Je disais tout à l'heure que sur la 3e raison, mon étonnement était double, parce que j'ai pas mal envoyé de mails à des abonnés ciblés et représentatifs sur ce qui leur avait plu et ce qui leur avait manqué durant le confinement. Et en fait, il y en a beaucoup qui m'ont répondu que ce qui leur avait manqué, c'était les rencontres du club. Il en faudrait plus, m'ont-ils dit plusieurs fois, et que finalement, les box ne leur avaient pas tant manqué que cela, et qu'ils avaient envie de relationner mieux avec leurs libraires et d'aller plus chez leurs libraires, ainsi de suite. Ils ont dit aussi qu'ils avaient aimé beaucoup ce qu'on avait mis en place, à la fois dans les contenus gratuits, mais aussi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a fait une vidéo en direct que je faisais chaque semaine pour annoncer le menu de la semaine. Et on a fait aussi un quiz littéraire autour d'Astérix quand il y a eu la mort du dessinateur d'Astérix, du créateur d'Astérix. Et on a fait aussi une émission littéraire en vidéo. Donc c'est des enseignements que j'ai envie de garder pour le futur. Peut-être augmenter notre production d'écrits en gratuit, en choisissant aussi des chroniqueurs qui ont déjà eu une communauté importante, qui peuvent venir l'agréger à la nôtre. Je pense qu'il faut qu'on soit meilleur sur le marketing digital et l'influence sur les réseaux sociaux. C'est un des enseignements que j'ai tiré de cette période où finalement j'ai été plus numérique que analogique 2.0. Et puis, caler un rendez-vous en live hebdomadaire à la rentrée avec une émission littéraire mensuelle sur Facebook. Ça sera certainement quelque chose que je vais mettre en place. La montée en puissance du club, c'était prévu, donc ça va être quelque chose que je vais encore travailler. Et je vais repenser mon activité box en allant discuter avec les libraires. Je vais repartir un peu avec mon bâton de maréchal pour voir avec les libraires comment on peut mieux organiser ça. Pourquoi pas imaginer que les clients aillent chercher les livres dans les libraires, chez les libraires partenaires, près de leur domicile, ainsi de suite. Voilà, je suis en train de repenser ça. Et pour conclure, et pour aller peut-être au-delà de l'expérience d'Ernest et de chausser ma casquette d'observateur des médias que j'ai depuis des années, et pour avoir discuté pas mal avec des confrères sur différents médias, différents styles de médias, ils sont tous d'accord pour dire que dans cette période, il y a une nouvelle relation aux audiences qui était née. De très très nombreux médias en France, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais en tout cas en France, il y a de très nombreux médias qui ont créé des newsletters avec un ton différent, une façon de s'adresser aux audiences différentes. Et ils ont tous des résultats phénoménaux sur ces nouveaux outils. Donc je pense qu'ils vont creuser ce sillon-là. Il y en a beaucoup qui ont parlé aussi d'une authenticité plus grande dans la fabrication de l'information. Et là, c'est un peu ce qu'on a pu voir finalement dans les télés, c'est-à-dire que l'image léchée avec la belle lumière, le monsieur qui rentre chez lui, donc on le voit rentrer chez lui avec la porte qui s'ouvre, ainsi de suite. Et ben ça, peut-être qu'on va un peu en revenir et qu'on se rend compte que ce qui est important, c'est le message et pas forcément les belles images léchées. Et quand Delphine m'a demandé pourquoi je pensais comment j'avais vécu cette période, je lui ai dit ça a préparé la victoire de l'analogique 2.0. Et je dirais que ça a préparé cette victoire parce que je pense qu'il y aura plus de rencontres physiques demain et que justement cette nouvelle relation à nos audiences et à notre communauté va aussi nous entraîner dans un nouveau dialogue, dans une nouvelle façon de concevoir notre produit éditorial ou notre produit culturel. Et donc, du coup, c'est grâce à cet apport analogique qu'on va pouvoir transformer nos entreprises numériques. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup David pour cette Merci, David. conclusion inspirante et j'ai envie de dire qu'il peut vraiment servir de manière très transversale en fait en termes de réinvention. Ici, c'est vrai qu'on a choisi le prisme culturel, le secteur des industries culturelles et créatives, mais toutes ces réflexions sont vraiment à prendre pour tout secteur. Donc vraiment merci pour cette contribution. Alors on va avoir une deuxième petite étape de sondage. On voudrait arriver à mieux cerner qui vous êtes, vous qui nous
écoutez ici en direct. Donc voilà, je participe au webinaire de l'analogique 2.0 et je suis active dans le domaine des ICC ou dans le domaine des technologies digitales, dans le domaine culturel. Je suis artiste ou aucune de ces propositions. Donc à vos clics, à vos votes et merci de nous aider à vous cerner un petit peu mieux. On va tout de suite reprendre la direction de Mons, où on va retrouver je la sais fan de lecture, donc quelque part, je trouvais ça intéressant de la faire suivre son témoignage de celui de David. Donc on retrouve Charlotte Jacquet, qui n'intervient pas à ce titre ici dans l'analogique 2.0, mais bien en tant que directrice de la communication de Mons Art de la Scène, Mars. Et donc c'est un focus sur les arts vivants qu'on va faire maintenant avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Delphine, bonjour Paul. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors moi je voulais un peu aussi vous raconter comment du côté des arts vivants on a vécu la crise. Alors évidemment quand on parle d'art vivant, dans le nom tout est dit. Comment fait-on quand on ferme les salles et quand on laisse les gens cloîtrer chez eux pour faire du vivant? C'est compliqué. Notre métier, c'est rassembler dans une même salle des artistes vivants sur un plateau et des gens vivants dans une salle. Donc, tout ça a posé évidemment beaucoup de questions. Alors, on est passé par plusieurs étapes, en fait. Mais d'abord, il a fallu s'adapter. On a dû annuler tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire annuler le festival au Carré, annuler le festival demain, annuler la semaine du violoncelle. C'est évidemment un choc assez compliqué pour nous. Prévenir le public, adapter nos pratiques de travail, passer en visioconférence. Bon, ça c'est un peu comme tout le monde. Je voulais rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure par rapport au travail comme ça, par Zoom ou par Teams. C'est vrai qu'il y a un côté qui manque d'humain, mais chez nous, qui travaillons avec des équipes assez habituées, il y a aussi un aspect positif qui est le participatif. Nous, on a remarqué que étonnamment, la place de chacun était plus respectée dans des réunions par visioconférence. Donc voilà, je vais juste rebondir par rapport à tout à l'heure. Alors après cette phase d'adaptation, on s'est dit tiens, comment, même malgré nos métiers, comment est-ce qu'on peut s'adapter à l'urgence? Comment on peut être solidaire de l'urgence? On vit une crise énorme, il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont en grosse difficulté. Comment nous, acteurs culturels, on peut se mobiliser? Et surtout, comment on peut faire travailler, parce qu'un des gros problèmes dans les arts vivants, c'était aussi faire travailler les artistes qui étaient complètement à l'arrêt, qui n'avaient pas de financement. Et donc, on avait ce double port d'entrée. Et donc, on a d'abord été solidaires, c'est-à-dire qu'on a fait fabriquer des masques, on a fait travailler des couturières de théâtre, on a offert des masques à nos associations partenaires pour qu'elles puissent, dans les homes, dans toute une série d'associations pour les enfants, enfin, on a distribué pas mal de masques. On a mis à disposition nos outils de communication, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, on a une newsletter, on a une grande communauté, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette communauté pendant que nos salles sont fermées? Et on a proposé à tous nos partenaires de dire, tiens, voilà, si vous avez un besoin, un message à faire passer, c'est le moment, envoyez-nous vos infos. Donc, on a eu des demandes pour des colis alimentaires, on a eu des demandes de masques, on a eu des demandes de financement, et donc on a fait passer ça par nos réseaux. Ça, je dirais que c'est l'étape 1, c'est l'étape vraiment urgence. Et puis petit à petit, le confinement se prolongeant, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on garde ce fameux lien avec le public dont on parlait tout à l'heure, qui est finalement essentiel, tout en étant juste par rapport à nos pratiques? Et donc, on a mis plusieurs choses en route aussi chez nous. On a fait passer certains festivals sur les réseaux, mais avec des formats adaptés. C'est-à-dire que, par exemple, le Festival Demain, qui est un festival sur la transition, on a demandé aux artistes de s'exprimer sur ce qu'ils vivaient pendant ce confinement. Et donc, on donnait vraiment rendez-vous sur les réseaux au public. Et ça, pour nous, c'était assez nouveau. C'est-à-dire qu'on n'utilisait pas les réseaux comme diffusion, on utilisait les réseaux comme lieu de rendez-vous. On avait tous rendez-vous au même endroit sur les réseaux sociaux. Ça, c'était assez intéressant à observer. Ça a assez bien fonctionné. On a testé ce modèle-là aussi avec un format pour les enfants. Donc, on savait que les parents étaient chez eux en train de travailler avec les enfants. Et donc, on a créé une formule qui s'appelle et qui continue pour le moment, qui est Petites histoires pour grandes oreilles confinées. C'est des artistes en face caméra qui racontaient une histoire aux enfants, qui a très bien marché, qui marche évidemment un peu moins depuis qu'on déconfine.
Et puis, dernière étape, et qui, enfin, en tout cas, dans cette idée de se réinventer, on s'est dit, bon, OK, notre métier, c'est quand même le vivant. Et en fait, ça nous démange. Les réseaux sociaux, c'est bien. Mais les artistes, ils doivent manger. Les gens sont chez eux. Et donc, on a inventé une formule qui s'appelle Mars en balade. On est sorti, on a tout simple. On a été repérer les quartiers de Mons et du Grand Mons. On est allé en vélo, masqué, les 3 programmateurs artistiques. Repérer des balcons, repérer des places. Et on a amené des artistes dans ces lieux-là. Alors, le concept, c'était tout bête, c'était des artistes en acoustique, beaucoup de musiciens. On ne prévenait personne qu'on arrivait, puisqu'il fallait absolument éviter toute forme de rassemblement. Et on arrivait et on jouait. Et autant vous dire que la première édition, ben, tout le monde avait les larmes aux yeux, parce que c'était un duo d'accordéonistes au pied de tour, où les gens nous regardaient depuis le balcon. Non seulement c'était fabuleux d'entendre du vivant, des artistes en vrai, mais ce qui était fabuleux aussi, c'est qu'on arrivait chez les gens, au service des gens, chez des gens qui n'avaient absolument pas l'habitude d'être dans nos salles. Donc on n'était pas du tout face à notre public. Et pour nous, en fait, ben ça a ouvert beaucoup de portes. On s'est dit, on parlait du confinement de la culture et peut-être de la culture pour les gens qui aiment la culture. Nous, en tout cas, ça nous a ouvert sur, mais en fait, la culture, c'est voilà, c'est bien plus que ça. Et comment est-ce qu'on peut se mettre au service d'eux? Donc la question du service a été vraiment au cœur en tout cas de nos pratiques de confinement. Alors sur la suite, voilà, comment tabler sur tout ça? On va lancer, donc on a lancé notre saison là il y a quelques jours. Alors le concept de communication qu'on a choisi, c'est le vivant. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais on a choisi toute une série d'organismes vivants. On a choisi une méduse immortelle qui a la capacité de se régénérer. On a choisi le corail qui, pour évoluer, doit vivre ensemble. On a vraiment choisi des organismes vivants qui défendaient des valeurs qui nous semblent importantes aujourd'hui, qui est évidemment la vie et la diversité de la vie. On va reprendre notre saison, mais je pense qu'on est quand même changé de l'intérieur. C'est-à-dire que la question je vous l'ai dit, du service de la culture, comme quelque part se mettre aussi à niveau du public et pas que voilà, trouver un juste équilibre entre artistes et public. La question de la transversalité aussi, ça nous a beaucoup interrogé. Comment on remet la culture dans la société? On s'est rendu compte qu'en fait la culture était quand même assez cloisonnée et que peut-être que le lien au milieu médical, le lien au milieu économique, mais la culture devait être un des piliers de la société. Parfois on ne s'est pas senti toujours entendu, on se dit tiens, est-ce qu'on est suffisamment ancré dans la société? Et puis la question de l'horizontalité, ben, c'est évident, c'est-à-dire remettre le public au cœur de la démarche culturelle, on s'est rendu compte que c'était fondamental. Voilà pour notre expérience et puis ce qu'il en ressort. En tout cas, nous, je ne pense pas que ça sera une révolution immédiate, mais je pense que pour le prochain contrat programme, on va installer. Si on demandait une phrase, je ne peux pas envoyer non plus, mais je l'ai aujourd'hui. On installe demain sur le théâtre de Manette l'installation d'un artiste qui va s'intituler Pas de retour à l'anormal, mais anormal en un mot. Eh bien, je dirais que c'est peut-être ce qui va donner l'influx pour la suite. Voilà. Un grand merci, Charlotte. Merci, merci pour ce témoignage qui insiste aussi. On a beaucoup parlé de la question de comment faire média. Ici, on est vraiment dans la question de comment faire culture et puis quelque part comment le média peut nous aider aussi à faire culture là où ça fait sens, à un moment où ça fait sens. Donc merci pour ce témoignage. On va tout de suite évoluer. Alors, on va reprendre notre petite voiture digitale et prendre l'autoroute et arriver jusqu'à Namur, où nous attend Gilles Basler qui a fondé le KIC. Le KIC, c'est l'émanation la plus connue du KIC, c'est le festival qui aura lieu en novembre et qui pointe quelque part la dimension événementielle de la culture dont on parlait tout à l'heure avec Paul, de la culture numérique ici en l'occurrence, et qui paradoxalement, si j'arrive à le dire, appelle beaucoup d'analogiques. Est-ce que tu es avec nous, Gilles? Salut, bonjour à tous. Bienvenue. Et toutes. Merci de nous avoir invités avec le KIC pour être présent. Que vous dire, si ce n'est... D'abord, je voulais dire que j'ai été touché par les mots de Charlotte qui me précédait. Je trouve qu'elle a dit des mots très, très justes par rapport à justement la situation qu'on avait vécue et ce que peut-être les gens
avaient envie de vivre. Et donc, voilà, tout ça pour dire que vous vous rendez bien compte qu'organiser un événement comme le KIC, pour ceux qui le connaissent, qui était censé cette année-ci justement fêter ses 10 ans, a été extrêmement compliqué, on ne va pas se le cacher, avec la période dont on sort, entre guillemets. Et on était censé cette année-ci travailler sur une édition qui allait attirer 50 000 à 100 000 visiteurs de plus d'une cinquantaine de pays différents. Et vraiment, pendant ces 2-3 mois comme ça, l'équipe a dû faire face à un quotidien qui était on le fait pas, est-ce qu'on va jusqu'au bout, est-ce que ça a du sens d'organiser un événement. On a eu une grosse pression aussi de la part de certains de nos sponsors qui nous ont questionné sur la volonté de nous soutenir si l'événement était uniquement digital, par exemple. Et donc ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est passé dans des montagnes russes en fait pendant quelques semaines. Tout ça pour arriver à une conclusion qui était prise en équipe, qui était de travailler sur l'organisation d'un festival normal, pour paraphraser Charlotte, mais donc un festival qui se tient, qui tient compte des conférences, qui tient compte du parcours artistique, qui tient compte des rencontres professionnelles, mais aussi des ateliers, des masterclass, etc. Tout en respectant et en travaillant fatalement avec les autorités par rapport en fonction de l'actualité qui sera celle-là au moment du festival en novembre. Donc c'est compliqué, mais c'est un choix engagé, je pense qu'on a fait aussi, de maintenir l'événement sans être naïf, et en voulant démontrer aussi et donner un peu du sens à toute une série d'acteurs pour qui la situation est insensée. Et donc on est plutôt heureux en fait d'avoir pris cette décision, et je suis persuadé que l'ADN de notre événement et de ce qu'on essaie de faire maintenant depuis 10 ans, c'est-à-dire promouvoir les cultures numériques, mais surtout être acteur actif de ces cultures numériques, nécessitait un événement physique et de rencontres. Alors évidemment on va devoir s'adapter, qu'on va devoir transformer certaines parties de l'événement, mais on va surtout vraiment travailler justement sur ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est-à-dire ne pas être des consommateurs de culture, mais des producteurs et des critiques de ces cultures digitales. Paul parlait tout à l'heure de blockbuster. On a besoin de blockbuster, mais on a besoin de blockbuster pour amener les gens à des choses plus denses. Et pour amener des choses plus denses, on a besoin d'entretenir des liens, je pense, justement, et plutôt que d'être donc dans cette résilience, parce que c'est ça aussi qui est impressionnant par rapport à la situation qu'on vient de vivre, cette résilience à laquelle l'être humain peut faire face. Après cette phase de résilience vient cette phase d'action, et je pense que la culture doit plus que jamais justement rentrer dans une phase active, et en ce sens, le festival comme le nôtre et comme beaucoup d'autres initiatives est importante. Enfin, par rapport aux communautés, juste très rapidement, je pense que pour contrebalancer un peu cet effet pour moi négatif justement de l'enfermement et de l'isolement qu'on a vécu, j'ai été surpris par justement la communauté du track qui a réussi à justement entrer en résilience et très rapidement entrer au service de toute une série d'actions liées à la crise Covid, et de mettre cette communauté existante à contribution, et qui a travaillé sur toute une série d'initiatives justement pour aider. Et ça me fait dire que justement, si on touche toutes ces nouveautés dont on parle, qui ont ces nouveaux modes de travail, ces nouveaux modes peut-être de consommation culturelle, nécessite d'abord, avant tout, une communauté active, et que cette communauté active, elle ne se crée pas dans un Zoom, elle ne se crée pas dans une téléconférence, et que pour ceux qui sont dans des domaines comme le nôtre, comme dans la créativité, la création, être brainstormé par Zoom, franchement, j'ai rarement vu des choses ultra positives qui en ressortent. Et donc, je pense que le plus important, c'est donc de travailler sur ces communautés, de les faire sortir, de les rendre actives, et d'entretenir cette post-résilience par l'activisme, en fait, en quelque sorte. Voilà. Merci Gilles. Merci de faire écho à ce beau concept de résilience, et aussi
à l'action sociétale, clairement, hein, il faut dire les choses que le TRAC a prises pendant la crise et qui fera notamment l'objet du prochain webinaire du jeudi 2 juillet où nous accueillerons Laura Latour, donc la manager du TRAC, pour un webinaire sur cette question vraiment de la culture maker qu'on a vu vraiment émerger comme étant peut-être l'une des réponses à l'après-Covid, à la relance. Donc voilà. Alors on va rester sur la planète Kik, dans la galaxie Kik, où on va, donc on reste à Namur, où on va retrouver Carole de Clercq, qui va assumer la tâche pas la plus simple, qui est de quelque part boucler la boucle de nos témoignages de ce matin. Donc Carole de Clercq, elle est manager du Kik Pavillon, qui va ouvrir ses portes lors du festival, lors du Kik Festival. Et donc je lui passe tout de suite la parole, donc, puisque inaugurer un lieu en pareil contexte et en plus un lieu d'hybridation relève également du challenge. Bonjour Carole. Bonjour Delphine, bonjour Paul et bonjour à tout le monde qui nous écoute. En effet, j'ai la mission de clôturer ces différents témoignages et je pense que c'est pas si mal dans l'ordre puisque en fait, comme l'a dit Delphine, je m'occupe du développement du pavillon qui est un nouveau lieu d'exposition dédié aux cultures digitales et en tout cas au changement culturel provoqué par la digitalisation de la société. Et donc, c'est un bon pont pour illustrer, je pense, ce concept de l'analogique 2.0. Donc, en effet, le pavillon va questionner notre culture et à quoi ressemble notre monde aujourd'hui dans cette ère du numérique, mais à travers un lieu, en tout cas dans un lieu, qui est ce pavillon qui s'installe sur l'esplanade de la citadelle de Namur, et un lieu qui va être fait d'expositions, de rencontres, d'expériences, d'ateliers, donc qui prend pour axe fort l'humain, le sentiment, l'analogique, pour comprendre justement toutes ces questions du numérique. Alors, comment on le fait également? Comment est-ce on imagine la création de ce lieu? C'est d'être une force de proposition. Donc, c'est-à-dire on propose un lieu qui est un peu différent. On n'est pas un musée, on n'est pas un centre d'art. On est un lieu d'expo hybride au croisement entre l'art, la science et la technologie. Ce qui nous permet aussi, comme on le disait tout à l'heure, donc dans ce contexte et dans ces rapports à la dictature des algorithmes, eh bien nous, on va permettre ici d'être une force de proposition dans le pavillon et de vous présenter toute une série de choses. Alors ça, c'est le projet en tant que tel, donc qui s'instaure dans ce contexte-ci. Au niveau de la crise, créer ce projet-là dans le contexte qu'on connaît tous encore actuellement, eh bien, ça demande une certaine résignation, certainement, mais surtout beaucoup d'audace et d'ambition, et parfois la capacité de prendre le contre-pied et de se lancer, en tout cas de ne pas se laisser abattre par la peur. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, on a décidé de se lancer et d'ouvrir le pavillon tel qu'on l'avait imaginé, donc à l'occasion du Kik pour les 10 ans. Alors, évidemment, on a dû adapter la programmation donc, à ce qu'on appelle du corona-friendly. Donc, les œuvres qui demandaient du toucher ou beaucoup d'interaction, on les a remplacées au profit d'autres qui pouvaient permettre une interaction, mais sans contact physique. Donc voilà, c'est un challenge assez intéressant. Ça nous a permis d'avoir ce challenge, en tout cas, de rester dans l'action, même si au début de la crise, on a eu tendance à peut-être s'enfermer dans une certaine procrastination et un certain désespoir de ce repli sur soi. On a finalement été résilient et on est dans une belle énergie pour ouvrir ce lieu. Alors, au niveau des enseignements à tirer de cette crise et du coup du rapport aussi avec un lieu comme le pavillon, je pense qu'une des premières choses dont on peut se féliciter, c'est notre capacité aux acteurs, en tout cas culturels et à plein d'autres, en fait aux humains, je pense, à s'adapter un maximum. On a des capacités d'adaptation qui sont très grandes et de réinvention aussi assez fortes. Nous, j'étais surprise. Alors évidemment, on travaille beaucoup avec les outils numériques dans notre quotidien, mais on a quand même su très rapidement rebondir, utiliser davantage ces vidéoconférences, faire en sorte que
de pouvoir continuer à accomplir nos missions, même si évidemment tous ces outils ne remplacent pas les contacts, et les contacts humains dans la manière de travailler sont aussi fondamentaux. Comme le disait Gilles, un brainstorming en Zoom, c'est franchement pas aussi efficace que des rencontres l'un avec les autres. Ensuite, je pense que ce qui est très important de retenir, c'est qu'il faut vraiment plus que jamais continuer à enrichir notre diversité aussi, en étant voilà, une force de proposition et en boostant la création à travers des moments comme ça qui sont assez forts et qui nous obligent, qui nous mettent au pied du mur, mais à justement continuer d'encourager cette démarche de création, de permettre d'ouvrir des plateformes dans lesquelles on fait rencontrer une série de personnes d'horizons divers aussi pour mélanger et les idées et les genres et faire sortir des nouvelles choses qui sont riches de la diversité aussi des rencontres. Je dirais aussi que, comme l'a dit Julien, ce qui est très important, c'est de continuer à enrichir les liens sociaux, ce besoin d'appartenance. Tous les êtres humains en ont besoin et je pense que cette crise-là nous a bien recentrés sur cette importance du lien avec les autres, et des lieux comme le pavillon vont devoir aussi mettre l'accent sur ces liens et sur ces rencontres. Et le dernier point, je dirais, c'est mais comme l'a dit également Charlotte, le fait d'aller vers l'autre, d'ouvrir la culture à l'extérieur, comme l'a dit Julien aussi, c'est en fait garantir cette accessibilité à la culture, c'est permettre, oser en fait offrir des modèles culturels qui sont un peu différents de ce qu'on connaît, qui sortent des modèles classiques de la culture pour les gens, les cultureux. C'est vraiment oser proposer des choses différentes, ce que je pense on essaiera de faire en tout cas au niveau du pavillon, des gens mélangeant de l'art avec de la science, avec des industriels, ce qui peut parfois paraître un peu particulier. Je pense que voilà, c'est très important de permettre cette création de liens et cette accessibilité au plus grand nombre à travers la culture. Et voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Merci d'insister aussi sur cette capacité de réinvention et d'innovation dans l'éditorial. Hein. On peut effectivement tout à fait penser une manière de se réinventer de par le biais de l'éditorial. Alors ben voilà, on est vraiment, moi je trouve pour ce premier webinaire assez bon aussi dans les timings, dans les interventions, etc. Tout se passe bien, on a encore 8 minutes ensemble. On se propose éventuellement de revenir sur quelques petites réflexions ou interventions dans le chat, et notamment ceci qui nous remontait. J'aurais peut-être envie de te poser la question, Paul, par rapport à certains exemples qui viennent contredire que la création n'émerge pas en ligne. On a sorti par exemple, j'ai vu le cas des YouTubers, donc, qui quelque part émergeaient sur YouTube et puis essayaient et tentaient finalement une carrière sur la scène. On a aussi repris l'exemple de la série de Witcher sur Netflix qui visiblement a propulsé l'auteur donc à l'échelle internationale. Donc c'est des exemples qui parfois peuvent venir faire peut-être contrecarrer ce... Oui, bien sûr. Donc, déjà, merci à tous les intervenants, parce que c'était très riche et il y avait une très belle énergie. Et puis, ça a permis de bien comprendre sous différentes perspectives ce qu'était ce confinement. Non, mais bien sûr, hein, à un moment donné, il faut aussi tirer des traits un peu plus grands. En gros, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, il n'est pas exclu. Déjà, la personne de The Witcher, je ne connais pas son nom, mais déjà, bon voilà, si on le connaissait tous, ça serait peut-être plus simple. Mais non, c'était de dire que simplement, évidemment, il y a des choses qui naissent sur numérique, digital, mais comme l'ont très bien dit tous les intervenants, c'est vraiment le mariage des deux qui est très important, et qu'il n'y ait pas, et que c'est vrai que comme outil de diffusion, et ça a été très bien dit, par exemple, de dire qu'un brainstorming sur Zoom, comme disait Gilles, ça ne fonctionne pas, parce qu'un brainstorming n'est pas une réunion. Une réunion, à la limite, comme l'a dit, d'ailleurs, qui l'a dit, c'est Carole ou c'est... Gilles. Non, qui a parlé des Zooms, qui avaient des choses assez intéressantes aussi en Zoom pour la place de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que Zoom a montré que chacun pouvait avoir sa place dans la réunion, mais ça ne crée pas obligatoirement, ça permet de bien paramétrer les choses. Charlotte.
C'est Charlotte qui a dit ça, exactement, qui a dit qu'il y avait effectivement quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'on a vu que chacun trouvait sa place, finalement, peut-être plus facilement que dans des groupes physiques. En revanche, quand Gilles parle de brainstorming, on parle bien là de frottement, on parle bien de création. Et c'est vrai que là, le digital présente des problèmes. Et d'ailleurs, physiquement, le digital, c'est 1 et 0, c'est jamais un mélange, alors que le numérique, l'analogique, c'est quelque chose qui se mélange. Et donc, du coup, effectivement, non, mais c'est vrai que je pousse le potard un peu loin, mais globalement, c'est vrai que la création et la découverte et la diversité se créent par tout ce qu'on a appelé, nous ici, la dimension analogique, c'est-à-dire humaine finalement, et de rencontre. Jérôme aussi nous fait remarquer quelque part cette utilité d'allier les deux. Donc pour rester en contact avec les jeunes joueurs, l'association Enfants Bleus, Enfance Maltraitée a créé un avatar sur Fortnite pendant le confinement. Chouette collaboration comme les concerts virtuels organisés pour garder le lien, toujours cette question du lien avec les communautés. Ensemble, même si on est chez soi, cela rendra le retour à la rencontre IRL, in real life, encore plus fort. Donc effectivement, et Fortnite, pour repiquer sur la thématique du jeu vidéo, effectivement a vraiment joué cette carte. Voilà, alors et en même temps, Fortnite fait des concerts effectivement de gens extrêmement connus, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas c'est pas le lien. On parlait aussi tout à l'heure des tiers-lieux de proximité. Là c'est pareil, je crois que il faut des choses de proximité. Voilà. Ici, nous allons avoir dans quelques instants la possibilité, si vous le souhaitez bien sûr, de nous retrouver dans un salon virtuel qui sera animé par le Click et dont on va vous communiquer via le chat le lien vers Jitsi, puisqu'on va sortir effectivement de l'interface dans laquelle nous sommes ici pour migrer vers un autre lieu autant digital qu'il soit. Donc voilà, je demande à notre community manager de pouvoir vous partager le lien avant de voir peut-être avec toi, Paul, quelles sont les grandes lignes de fuite ou les grandes lignes d'enseignement qu'on retient justement de cette heure et demie à débattre, analogique, digital, percolation, hybridation. Voilà, très bien. Parfait. Donc voilà, donc la question effectivement du lien, la question du faire média qui était fort importante, et puis l'utilisation du digital à l'étape du chemin où il fait le plus sens, où il a vraiment une plus-value, toujours dans cette optique quelque part de maintenir le lien. Donc ça, je pense que c'est vraiment une belle conclusion qu'on peut aussi tirer. Alors je profite ici de la conclusion et des 3 minutes qu'il me reste dans ce webinaire pour attirer votre attention sur les différentes ressources que Technocité met à votre disposition dans le cadre de son activité. Donc à la fois le Digital Summer dont on va vous partager le lien via le chat vers les différents rendez-vous. Donc le prochain, on l'a dit, c'est le 2 juillet sur la culture maker, la culture do-it-yourself comme faisant partie d'un des ressorts pour construire le monde d'après, si on peut parler comme ça. Et puis nous aurons effectivement un rendez-vous à raison de chaque semaine, un rendez-vous, un hebdo digital estival pour vraiment brasser toute une série de thématiques inspirantes à la fois, mais aussi pouvoir vous outiller en termes de communication digitale, donc avec une véritable communication toolbox dans laquelle, Paul, tu interviens sur l'aspect storytelling et manifeste. Oui, narratif, oui, sur le narratif. Sur le narratif, oui, tout à fait. Vous rappelez peut-être aussi le site portail de l'analogique 2.0 où vous pouvez retrouver, vous retrouverez la vidéo, le replay d'aujourd'hui, mais aussi le rapport de l'académie qui s'est tenu en novembre à Mons, Charleroi et à Tournai. Donc le site, c'est le www.a2 en chiffres et puis 0 en toutes lettres, .be. Donc tout ça vous sera aussi communiqué via le chat et via le Facebook de l'événement d'aujourd'hui. Et aussi vous parler rapidement du programme Artec de Technocité, qui est vraiment un programme spécialement dédicacé aux professionnels des industries culturelles et créatives, leur permettant de se former dans différents domaines, que l'on parle de communication, de marketing digital, de techniques de storytelling, on en a parlé, de médiation culturelle, de muséologie augmentée des technologies interactives, de gamification. Donc vraiment, c'est un programme très dense et qui reprendra effet en analogique, en présentiel, dans des lieux à partir de septembre. Alors voilà, je pense qu'on peut boucler la boucle. Je pense qu'on a bien tout dit. On remercie vraiment encore une fois vraiment tous les intervenants d'aujourd'hui. C'était passionnant.
Et peut-être si tu as Et puis, le mot de la fin, et puis Paul. merci à toi quand même Delphine, parce que c'est quand même toi qui es à la base de tout ça et qui l'anime avec beaucoup de passion et c'est très intéressant. Merci en tout à cas. vous. Merci beaucoup et bon appétit.